Bonjour à tous et merci de m'accueillir virtuellement auprès de vous à Nouméa pour cette session de psychiatrie des journées médicales calédoniennes. Je suis le docteur Recassens, psychiatre travaillant dans un institut médico-éducatif accueillant des enfants et des adolescents autistes et également dans le service du professeur Jean-Marc Ballette à l'hôpital intercommunal de Créteil au sein d'une unité d'évaluation et de prise en charge des troubles du développement. Je souhaite remercier les organisateurs de ces journées et ma consoeur, le docteur Delphine Molina, de m'avoir invité à vous parler de PACT, une thérapie de la communication pour enfants autistes médiée par les parents. Nous avons eu la chance de pouvoir être formés à cette pratique et de l'initier dans le service depuis 1 an, et l'objet de mon intervention est d'informer, de sensibiliser les professionnels travaillant avec des jeunes autistes à cette modalité intéressante développée à partir des travaux sur la pragmatique de la communication et du langage et impliquant fortement les parents. Vous notez que je parle d'information et non de formation, celle-ci ne pouvant être dispensée que par des formateurs certifiés et nécessitant plusieurs jours de travail. Pour commencer, rappelons-nous ce que vivent les parents des tout jeunes enfants qui développent un trouble du spectre de l'autisme, que j'appellerai aussi TSA par la suite. C'est une expérience difficile qui confronte à un enfant qui semble, à l'opposé du développement normal de la relation, peu sensible au monde humain environnant. Chez ces enfants, dès la première année, et plus nettement encore à partir de la deuxième, les signaux habituels de la communication non verbale sont moins présents. L'attrait pour les stimuli sociaux et les initiatives d'interaction sont réduits, de sorte que l'attention conjointe et la synchronie interactive, source d'expériences qui enrichissent le répertoire communicatif, cèdent la place à une communication perturbée entre les parents et l'enfant. Ces troubles des fonctions de socialisation provoquent une altération de la trajectoire développementale, raison pour laquelle il est aujourd'hui admis que l'intervention doit être la plus précoce possible afin de limiter les conséquences du déficit d'expérience sociale partagée sur le développement de l'enfant. On a d'ailleurs pu observer, et les parents en sont souvent bien conscients eux-mêmes, que la façon d'interagir du parent avec l'enfant peu disponible et peu disposé à la relation devenait plus directive, moins soucieuse d'agir avec l'attention de l'enfant. Le parent en vient à prendre la plupart des initiatives, son langage devient plus didactique, moins réciproque. Si on considère cette altération du développement de l'interaction comme un écueil naturel dans cette situation, on conçoit l'intérêt d'y remédier avant que la cascade des conséquences ne rigidifie le processus perturbé et réduise progressivement les opportunités d'apprentissage et de communication. C'est précisément à cela que veut remédier PACT. Même si l'on admet communément que les TSA sont en lien avec des déterminismes biologiques, génétiques ou épigénétiques, cela ne doit pas conduire au fatalisme ou au renoncement thérapeutique. S'il n'est pas possible d'intervenir sur ces facteurs étiologiques, il y a des arguments et aussi des travaux qui ont montré le bénéfice d'interventions précoces visant à atténuer la dégradation du processus interactif et communicationnel et à éviter la cascade de conséquences négatives pour les expériences sociales et les apprentissages de l'enfant. La notion de plasticité cérébrale nourrit cet espoir d'une trajectoire qui n'est pas entièrement déterminée par les facteurs sous-jacents. On peut infléchir cette trajectoire par l'action d'un travail ciblant le déficit primaire de l'interaction sociale, s'ajustant aux particularités de chaque enfant et faisant participer les parents pour une meilleure réponse aux signaux, si ténus soient-ils, que l'enfant autiste émet depuis son monde intime, singulier et déroutant pour les proches. Il existe plusieurs stratégies d'intervention qui impliquent les parents tout au long du processus. J'en mentionne quelques-unes dans ce tableau emprunté à Mario Speranza. La thérapie PACT est probablement celle qui leur donne la part la plus active, le thérapeute n'intervenant pas directement auprès de l'enfant, mais travaillant avec le parent sur les interactions de jeu qu'il a avec son enfant. D'où nous vient cette thérapie ?
Ce sont des professionnels du service de psychiatrie de l'enfant et de l'Université de Manchester qui l'ont élaboré. On soulignera l'importance des orthophonistes dans cette création, comme pour le PECS d'ailleurs, et qui ont réalisé des études montrant des améliorations significatives des interactions sociales et des intentions communicatives des enfants autistes par rapport aux guidances traditionnelles. La première étude, parue en 2010 dans le Lancet, décrit une amélioration symptomatique après 1 an de thérapie. Une deuxième, parue en 2016 sur la même population, montre la persistance des effets bénéfiques de la thérapie des années après la fin de celle-ci. À cette même époque, une étude réalisée en Inde et au Pakistan répliquait les résultats positifs dans d'autres pays en faisant appel à des professionnels peu spécialisés, car ils en ont en fait très peu dans ces pays, mais qui ont été formés à l'intervention PACT et ont obtenu aussi des résultats positifs sur les troubles de la communication. Alors, quels sont les principes généraux qui sous-tendent l'organisation de cette thérapie? PACT se réfère aux travaux de psychologie du développement. On pense à Piaget, avec son étude et sa description d'étapes dans le développement de la pensée. Mais dans le contexte de la communication, on pense surtout aux travaux de Jérôme Brunner, à ceux d'Amy Waterby sur le développement du langage et sur tout l'univers préverbal fait de regards, de postures, de gestes, de comportements émotionnels corporels et de vocalisation qui précèdent et accompagnent le développement du langage. La thérapie progresse en suivant des étapes qui prennent en compte les difficultés spécifiques de l'enfant autiste et la nécessité de retrouver le chemin d'une attention partagée pour interagir de façon plus synchrone et stimuler les fonctions plus complexes pour accéder au langage. Dans le cadre de la thérapie, les interactions de jeu sont le support du travail. Jeux pratiqués à la maison, quotidiennement, et jeux lors des séances thérapeutiques. C'est à cela que fait référence la notion de contexte écologique, même si l'on procède à un aménagement de l'espace et à des choix dans les objets utilisés, c'est dans le cadre d'une activité de jeu avec un parent que le travail s'effectue et non avec un tiers ou en suivant une procédure fermée préétablie. La vidéo est un outil dont l'intérêt est majeur puisque les séances avec le thérapeute sont en grande partie consacrées à l'observation d'une interaction de jeu après l'avoir filmée. C'est une façon de prendre du recul par rapport à la situation vécue, un moyen d'observer finement des séquences et d'observer des choses qu'on n'aurait pas vues en direct. En regardant ensemble la vidéo, parents et thérapeutes sont dans une même situation par rapport à l'enfant et à l'interaction, et cela crée un climat intéressant pour réfléchir. Le thérapeute doit garder à l'esprit 2 choses essentielles dans son travail avec le parent. La première est qu'il doit s'intéresser à connaître le style personnel du parent, ses modes d'interaction privilégiés, ses principes éducatifs, son tempérament, et s'efforcer ensuite de travailler en fonction de ce style en s'ajustant à son habitus. Ce que la thérapie veut changer, ce n'est pas le parent, mais le contenu concret des interactions avec son enfant. Cela ne veut pas dire que le parent ne fera pas au fond de lui l'expérience d'un changement avec cette thérapie, mais ce n'est pas le projet du thérapeute. L'autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la méthode thérapeutique basée sur l'observation et le questionnement. Le thérapeute n'explique pas ce qu'il voit, n'interprète pas ce que le parent observe ou dit. Il pose des questions en rapport avec un contexte de travail qui a été, lui, expliqué avant le début de la thérapie et en fonction des objectifs qui sont co-construits au cours de la thérapie. Le parent est porté à réfléchir sur les opportunités de communication, parfois atypiques, avec son enfant. Il va être conduit à modifier certaines attitudes, mais le fera en fonction de ce qu'il aura pu comprendre et intégrer des particularités sensorielles, gestuelles, rythmiques et motivationnelles de l'enfant. Alors comment se déroule la thérapie PACT? La première chose que l'on fait, c'est d'expliquer aux parents le projet thérapeutique. C'est un moment opportun pour faire le point avec eux sur les connaissances qu'ils ont des troubles de l'enfant et parler du sens et des objectifs de la thérapie en lien avec les difficultés qu'ils rencontrent. Comme ils vont avoir une part très active qui ne consiste pas seulement à venir à des séances avec l'enfant,
mais aussi à jouer quotidiennement avec lui pendant une demi-heure en appliquant des stratégies spécifiques, il est indispensable de nouer un lien solide et d'obtenir un engagement suffisant pour éviter de se retrouver dans une situation délicate de non-investissement et en conséquence de déception pour les parents. La thérapie est réalisée avec un des deux parents. S'ils veulent chacun la suivre, il faut faire appel à deux thérapeutes ou au même thérapeute, mais dans deux contextes séparés. Cela est nécessaire car chaque parent doit travailler selon son propre style. Nous avons choisi d'aménager légèrement ce cadre pour une famille turcophone dont seul le père parle français. Comme c'est plutôt la mère qui joue quotidiennement avec l'enfant, le père a demandé s'il pouvait assister aux séances et faire le traducteur pour le lien avec le thérapeute. Nous avons accepté cet aménagement qui nous a semblé plus judicieux que de faire appel à un traducteur et qui a donné au père le sentiment de pouvoir faire évoluer lui-même ses relations avec son enfant. La famille doit aussi accepter le principe d'une visite à domicile dont les objectifs sont multiples. C'est là qu'on va envisager de façon concrète le déroulement des séances quotidiennes de jeu en définissant ce qui pourrait être le moment propice pour les réaliser et l'espace dans lequel elles auront lieu. Espace calme, à l'abri d'un trop grand nombre de distractions. C'est lors de cette rencontre que sont approfondies les questions portant sur le style parental, l'organisation du quotidien, la dynamique familiale soutenue par des valeurs culturelles et sociales, des histoires personnelles et des expériences conjugales singulières. Les séances thérapeutiques se déroulent dans les lieux de soins, CMP, hôpital de jour ou CESAD, tous les 15 jours pendant 6 mois, puis tous les mois pendant encore 6 mois. Elles ont lieu dans un environnement physique préparé et sobre. Le choix des jouets proposés est limité et doit à la fois répondre aux intérêts de l'enfant et aux propriétés du jeu, favorisant des interactions, des sollicitations, des répétitions. Les personnes présentes lors des séances sont le parent, l'enfant et le thérapeute. Ces séances sont organisées en 3 temps. Le premier, à partir de la 2e séance, consiste à analyser ce qu'il s'est passé au domicile pendant les séances quotidiennes et les évolutions qui ont été constatées par rapport aux attentes qu'on s'était fixées. Puis, le parent joue avec l'enfant pendant 10 à 15 minutes et la séance est filmée. Ensuite, le film de la séance est regardé entièrement sans commentaire. Le thérapeute et le parent sélectionnent des séquences qui vont être étudiées en détail. On aborde ces séquences en commençant par des questions générales qui se précisent peu à peu pour viser les stratégies spécifiques de l'étape en cours. Le thérapeute prend des notes et résume les réussites et les techniques que le parent trouve efficaces pour améliorer le contact avec l'enfant. Ainsi, le thérapeute note « Quand vous avez fait cela, il a réagi de cette façon. Quand vous avez adopté cette posture, il s'est passé cela. » À la fin de la séance, on remet aux parents un programme écrit résumant les objectifs et les cibles de chaque session, les objectifs atteints et des exemples empruntés aux séquences étudiées. Le thérapeute ne dit pas ce que le parent doit faire, mais l'aide à construire, à partir des objectifs, les modalités concrètes qu'il envisage d'utiliser pour les atteindre. C'est bien une co-construction de l'espace thérapeutique qui est réalisée. Alors passons maintenant au contenu du programme de la thérapie. Ce contenu, rappelons-le, a pour objectif de faire évoluer les attitudes du parent pour enrichir ses interactions avec l'enfant. Le thérapeute n'avance pas dans ce travail sans boussole. Nous avons vu que la thérapie est enracinée dans le terreau des connaissances sur les compétences sociales précoces et la communication fonctionnelle. Et on retrouve dans les étapes de la thérapie une progression qui amène le parent depuis les bases de l'interaction, c'est-à-dire l'établissement de l'attention partagée, jusqu'au travail le plus élaboré du développement de la conversation. Tous les enfants n'atteignent pas cette étape qui suppose le développement du langage, ce qui se produit parfois tardivement, après 6 ans, ou ne se produit pas puisque nombre d'enfants et adultes autistes ne parlent pas, ou très peu. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils ne communiquent pas, certains avec le langage mais seulement à l'écrit, d'autres avec des outils comme le PEX ou le Makaton. Cette absence d'apparition du langage oral
n'est pas un obstacle à la thérapie, elle conduit à consacrer plus de temps aux 4 premières étapes et peut contribuer à l'apparition ultérieure de l'oralisation. Sur le chemin de ce processus, on retrouve à la 2e étape la recherche de synchronie, si difficile avec les enfants autistes dont le temps de traitement et de réponse à certaines informations suppose de savoir s'installer dans un tempo lent, de réduire les productions verbales, d'utiliser un langage concret et contingent. À la 3e étape, on approfondit l'organisation et le modelage du langage utilisé pour s'adresser à l'enfant en fonction de son degré de compréhension. Puis, on développe l'utilisation des routines qui stabilisent les liens entre les mots, les actions, les postures, les expressions et fournissent un cadre répétitif stimulant les capacités d'anticipation de l'enfant et sa participation expressive et interactive. Les étapes 5 et 6 se consacrent à l'enrichissement de l'utilisation par l'enfant du langage oral dans le cadre d'une conversation. Encore une chose à propos de ces étapes. Leur succession n'est connue que du thérapeute. Il ne les présente aux parents qu'au fur et à mesure, sans lui dire quels sont les critères qui décident du franchissement d'une étape pour ne pas placer le parent dans une position de performance, de souci d'aller jusqu'au terme du processus, ce qui n'aurait pas de sens. En effet, il n'y a pas de durée fixe pour les étapes. Ne pouvant vous décrire la totalité du processus, je vais devoir me limiter malheureusement aujourd'hui à ne vous parler que de la première étape pour illustrer la façon dont le thérapeute utilise un ensemble de stratégies pour éveiller l'attention des parents à ce qui se passe dans l'interaction. L'étape 1 consiste donc à travailler à établir l'attention partagée. Ce qu'on explique aux parents au début de cette étape, c'est que l'attention partagée fournit le contexte de communication essentiel au développement ultérieur du langage. On leur explique par exemple, par analogie, que dans la construction d'une maison, il faut des fondations et ces bases de la communication précoce sont les fondations des compétences de communication et de langage. Parmi les jouets qu'on peut sélectionner à cette étape, les jeux avec des mécanismes impliquant des relations de cause à effet, les jeux à composantes sensorielles comme les toupies, les bulles, les instruments de musique sont particulièrement adaptés. Pour le choix des séquences vidéo analysées, le thérapeute va demander aux parents quel moment il a le plus apprécié, quand il a trouvé l'enfant le plus engagé. Alors en effet, l'enfant est mis en position active dès le début de la séance de jeu, c'est lui qui choisit l'objet avec lequel il veut jouer. On demande aux parents s'il sait pourquoi l'enfant a fait ce choix et comment il a été possible de suivre l'intérêt de l'enfant pour ce jeu. Puis on va être attentif à plusieurs paramètres, spatiaux, temporels, comportementaux, pour étudier les meilleures dispositions à l'engagement et au maintien de l'enfant dans l'attention conjointe. On va ainsi demander aux parents « Comment avez-vous rendu le partage plus facile pour votre enfant ? Comment votre position a-t-elle influencé le partage lors du jeu ?» Tout cela pour évaluer si des postures particulières, au sol, à distance ou avec un appui du dos de l'enfant sur le corps de l'adulte offrent de meilleures opportunités. On pose aussi des questions sur l'aspect temporel. On demande par exemple « Quand votre enfant a-t-il signalé qu'il était prêt à partager ? Comment savez-vous cela ? Pourquoi pensez-vous que cela est important ? Comment avez-vous su quand rejoindre le jeu ? Et d'après vous, comment l'a-t-il ressenti ? Et comment l'avez-vous ressenti ? » Tout cela renvoie au rythme, fait d'attente, d'observation, de pause, laissant l'enfant dans la possibilité d'une initiative de l'interaction, et le parent dans une capacité à attendre le bon moment pour que l'enfant accueille son implication. Pour savoir comment il est possible de partager l'intérêt de l'enfant pour un objet ou une action, on demande au parent s'il sait ce qui intéresse son enfant dans ce jeu et comment il peut imaginer s'associer à cet intérêt. Pour maintenir l'attention partagée, on demande aux parents comment il sait que l'enfant a changé de centre d'intérêt ou quand il a compris qu'il était intéressant de changer ou de faire évoluer l'activité. Si le parent imite les actions de l'enfant, on lui demande s'il a observé la réaction de l'enfant à cette imitation,
s'il a déjà constaté que cela mobilisait de façon intéressante sa curiosité. La succession des séances évalue les progressions et le thérapeute choisit de passer à l'étape suivante lorsque l'attention partagée représente la moitié du temps d'une session de 10 minutes, mais aussi lorsque le parent a développé une sensibilité suffisante au rythme de l'interaction, permettant une synchronisation au rythme de l'enfant. Enfin, le dernier critère, c'est qu'il faut que l'enfant présente des moments d'interaction triadique où son regard alterne entre l'objet et le parent. Les étapes suivantes se déroulent selon le même principe. On explique au début les nouveaux objectifs, en s'appuyant sur ceux déjà atteints, que l'on continue de valoriser et de consolider. Alors, cette thérapie n'est pas exclusive. Elle ne contre-indique pas d'autres interventions simultanées ou ultérieures, en psychomotricité, en groupe d'enfants ou dans le registre éducatif, en fonction des besoins et des moyens disponibles. Et si la durée officielle de la thérapie est d'1 an, une adaptation est possible et des séances de consolidation peuvent soutenir quelque temps encore les parents dans leur ajustement à la communication atypique de l'enfant. Alors il est temps maintenant de conclure cette intervention et je voudrais rappeler que l'histoire de l'autisme en France, pas seulement en France d'ailleurs, porte les marques d'une relation difficile entre parents et soignants. Les travaux de la sociologue Aurélie Dammam et les témoignages de nombreux parents ont montré à quel point les parents ont pu ressentir pendant longtemps un sentiment de déni de leurs compétences par les professionnels, justifiant parfois des pratiques de séparation, de non-transmission d'informations et une organisation des soins les impliquant peu, sauf à leur demander d'aller en thérapie pour régler la problématique personnelle qui était supposée responsable des troubles de l'enfant. Nous ne sommes pas tout à fait sortis de cette ornière et encore aujourd'hui, des parents vivent des expériences peu soutenantes, voire culpabilisantes, associant à la douleur d'avoir un enfant au développement perturbé, celle d'être renforcé dans la culpabilité naturelle que peut ressentir tout parent quand son enfant ne va pas bien. À l'opposé de cela, bien des approches considèrent au contraire le parent comme un élément central du travail à mener pour aider un enfant perturbé dans son développement. Avec Pacte, tout est orienté vers le souci d'accroître la compétence parentale pour favoriser le meilleur développement. Comme des parents d'un enfant sourd pourraient apprendre le langage des signes, les parents d'enfants souffrant de malvoyance sociale ou de cécité contextuelle, comme dirait Peter Vermeulen à propos des autistes, ces parents donc peuvent apprendre à aller plus sereinement à la rencontre de leur enfant si particulier avec l'aide de thérapeutes, qu'ils soient orthophonistes, psychologues, psychiatres ou aussi bien éducateurs ou infirmiers. Le tout est de se former à ces pratiques et j'espère que la présentation de Pacte suscitera chez certains d'entre vous le désir d'aller plus loin et de faire une formation complète pour apporter une aide nouvelle aux enfants et aux familles dont vous avez la charge en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie tous de votre attention dans ce contexte de présentation un peu particulière, pour moi qui l'enregistre derrière mon micro à des milliers de kilomètres de vous, et pour vous aussi qui l'écoutez en ce moment même dans ce bel endroit, je crois, où se déroule votre congrès. Je regrette bien sûr de ne pas pouvoir être présent près de vous pour répondre à vos questions, mais je sais que le docteur Molina pourra tout à fait répondre à celles que vous vous posez, puisque nous avons pas mal discuté de cette modalité thérapeutique. Et je vous souhaite une bonne poursuite de votre session de psychiatrie.